Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine. Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière. Par qui elle est organisée. Pour qui elle est organisée. Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 2. Des particularités dans l'organisation. Une communication. Savoir communiquer. Chaque mot, prononcé, lu ou écrit, a une très grande importance. Chaque phrase, tout particulièrement, dans la langue française, définit un mode de pensée très précis. Pourtant, 7% seulement, de la communication passe par des mots. La plus grande partie de notre communication n'est pas verbale. Le ton de la voix, son volume, l'expression du visage, la posture du corps et les gestes de nos mains composent l'essentiel de notre communication. La communication, au quotidien, est d'abord orale. Cependant, l'importance des mots ne réside que dans son écriture et dans sa lecture. Le rôle de la communication a son influence sur les personnes. Il y a d'abord l'influence du contexte lui-même sur la communication. Quelle est son importance? La communication est d'abord un mode d'échange d'informations, mais plus souvent un mode d'influence, par la conviction apportée aux propos. Cela dépend souvent des capacités de conviction utilisées par chacun. Certaines personnes utilisent même leur talent d'orateur ou d'écrivain comme un pouvoir pour convaincre. Communiquer, c'est d'abord partager en une relation directe avec une ou plusieurs personnes, par une possibilité d'échange ou pas. Pour qu'elle soit efficace, la communication doit comprendre un contexte spécifique, lié aux circonstances du sujet abordé. C'est le contexte qui justifie la valeur d'un message oral, par le lieu, l'environnement, le positionnement et la personnalité des intervenants. La durée est également accordée, mais aussi la relation sociale et les habitudes. Il convient aussi de comprendre que la réussite d'une communication est tributaire de son codage. Le codage d'une communication dépend exclusivement de la culture sociale des personnes, de leur niveau hiérarchique et des valeurs intrinsèques de la langue utilisée. Mais il y a aussi des systèmes de référence, laïques, religieuses et administratives. La façon de communiquer réside dans la capacité ou non de persuasion, selon tous les critères précédemment évoqués. La communication, par l'argumentation, a pour but de modifier la façon de penser d'autrui, par une influence et une persuasion.
L'argumentation consistant à apporter tous les éléments inconnus à la personne à qui l'on s'adresse. Mais attention, l'intrigue, la manipulation, le mensonge et la malhonnêteté font partie des arguments de certaines personnes peu scrupuleuses. Le but consiste aussi, parfois, à empêcher les autres de pouvoir utiliser leur propre référencement de valeur. Le système de communication, très bien utilisé par les religieux, les politiciens, les affairistes, consiste à persuader, en utilisant la séduction, la culpabilisation, l'émotionnel et l'affectif pour convaincre. Les références à un groupe, religieux, politique ou d'entreprise sont aussi des moyens de persuasion et de prosélytisme. Le contexte doit donc pouvoir, très rapidement, être discerné avec précision, pour éviter tout risque d'endoctrinement. Il convient de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de neutralité au cours d'une communication. La communication écrite, au contraire de la communication orale, permet le libre arbitre. Elle est d'une compréhension moins influençable. Il est en effet possible de mieux comprendre le sens des termes utilisés, par le temps de lecture qui peut alors être octroyé. Le temps de la réflexion joue tout son rôle à l'inverse de l'oral. On comprend, plus facilement, pourquoi les dirigeants politiques et religieux facilitent l'expression orale, comme moyen de communication. Le langage écrit est un codage de la parole et aussi celui de la pensée. Il est donc très important de savoir bien lire, car c'est le meilleur moyen qui soit offert de comprendre parfaitement une communication, sans ambiguïté possible. Il faut, là aussi, vérifier les éventuelles manipulations. Les méthodes de lecture, utilisées par l'éducation nationale, sont de la plus grande importance. Il faut aussi savoir que 95% des enfants font des erreurs d'identification et de déchiffrage entre les lettres et leurs sons. C'est à l'évidence un constat d'échec total de l'enseignement scolaire républicain et laïque. Mais ne pourrait-on pas y observer, plutôt, une volonté délibérée de notre système d'éducation des masses populaires? Certaines écoles privées, dont beaucoup sont religieuses, seraient réservées aux enfants des élites sociales. Le langage est un ensemble de modèles communs, reconnus, traduits, soit par une même gestuelle, soit par un même son. C'est un moyen d'exprimer un message à transmettre, donc de communiquer. Un son, à chaque fois différent, permet d'identifier un mot puis une pensée. Un apprentissage commun est indispensable pour échanger au sein d'une société humaine structurée. L'utilisation d'une syntaxe permet de nuancer l'expression par des formulations plus précises. Le langage permet d'augmenter une structuration de la pensée jusqu'à obtenir une infinité de structurations. Il permet l'interprétation et il accélère les modèles de la pensée. Des mutations génétiques échelonnées ont permis ensuite d'améliorer l'appréhension d'un langage de plus en plus élaboré. La création de sons, toujours plus fins, a contribué à l'élaboration d'un langage extrêmement précis. Le langage est ensuite intimement lié à la réalisation de groupes sociaux. Il permet de coordonner la transmission des informations. Il permet de soumettre d'autres formes de pensée. La connaissance de langues étrangères à celle de sa naissance, à celle de son groupe, permet d'appréhender une autre façon, de percevoir une même information évoquée par un autre groupe. Un lexique est créé pour désigner des objets, des formules, des notions, des éléments, etc. Le langage se structure au fur et à mesure et à partir des expériences acquises. Les aptitudes se diversifient et les langages aussi. Les quelques milliards d'humains, peuplant notre planète, utilisent plusieurs milliers de langages. La plupart du temps, ces langages sont sans relation les uns avec les autres, sauf pour quelques similitudes. Des termes différents désignent exactement la même chose. C'est évidemment un lourd handicap vers une compréhension collective. Il serait si simple de tous s'accorder pour l'utilisation commune d'un même langage. Utiliser un apprentissage systématique et une même façon de s'exprimer. Cela permettrait, bien évidemment, une meilleure compréhension commune. Elle permettrait d'éviter tout quiproquo. Une meilleure communication est le seul moyen d'augmenter les capacités de compréhension. Cela ne peut pas être la vis des oligarques qui profitent de l'incompréhension collective pour pouvoir mieux asseoir leur pouvoir.
Il pousse souvent à la revendication dans l'officialisation des dialectes régionaux afin de mieux déstructurer une cohésion étatique. L'influence. Tout serait organisé pour influencer des comportements, tout en empêchant la réflexion. Les comportements sont effectivement très malléables. De l'altruisme à l'égoïsme, le spectre de la manipulation est très large. De nombreux organismes officiels sont chargés d'éduquer les citoyens. De faux souvenirs peuvent être organisés. Il suffit d'introduire un faux élément dans un vrai souvenir, pour que celui-ci soit pris en considération. L'influence est permanente. L'éducation des enfants donne la priorité aux mathématiques. Le principe de base, dans l'enseignement des mathématiques, est d'admettre et d'accepter, sans se poser de questions. Il est donc bien plus facile d'influencer ce type de public. De nombreuses techniques de manipulation sont bien connues. Il suffit de forcer une personne à accepter ce qu'elle réprouverait de faire, a priori, en lui précisant qu'elle est tout à fait libre de son choix. Les techniques commerciales, très bien rodées, en sont une démonstration. Les baisses accordées sont toujours formulées, en pourcentages et non, en valeurs. Des parfums de voitures neuves sont diffusés, dans les voitures, d'occasion, afin qu'elles transmettent une idée de voiture récente. Les scénarios de vente forcée sont souvent parfaitement élaborés. Il peut y avoir une mise sous influence d'un groupe. La démarche du vendeur qui consiste à pousser à la consommation est subtile et très insidieuse. Les techniques de persuasion d'acheter sont particulièrement bien rodées, chez les démarcheurs à domicile. Les techniques de démarchage par téléphone le sont également, en faisant croire qu'il s'agit d'un simple questionnaire d'information. Une investigation est ensuite organisée pour une vente déguisée. Une autre démarche de manipulation consiste à convaincre une personne de devenir serviable, d'abord d'une façon anodine, puis par un apport suggestif, sur le subconscient. Un autre processus consiste à démontrer qu'un habillage soigné provoque automatiquement une valeur supérieure. L'influençabilité est très facile à réaliser. Il suffit d'évoquer un modèle de situation pour qu'on s'intègre à ce modèle. Sous certains régimes politiques, il a été facile de comprendre que des comportements suggérés puissent, aussi arbitrairement, être adoptés. Si l'on ajoute à cette facilité de manipulation, des phénomènes de groupe, venant se juxtaposer, des comportements totalement irrationnels deviennent alors, plus compréhensibles. Les subtilités de la publicité se réfèrent à cet aspect irrationnel de l'effet de masse. La compréhension du comportement inconscient des individus favorise la démarche. L'impact publicitaire est particulièrement significatif sur le comportement irrationnel des personnes. L'impact peut aussi être complètement inverse à l'effet recherché, justement à cause de l'action irrationnelle d'un impact publicitaire. La publicité subliminale réussit aussi, par son caractère subjectif très discret. La dissimulation devient invasive. Les odeurs ont aussi une très grande influence sur nos choix. Il convient toutefois de remarquer que la publicité n'est que de l'information et que l'information c'est d'abord de la communication. Il n'est donc pas possible d'y échapper. Les techniques de persuasion sont diverses et variées. Il apparaît que les souvenirs sont malléables et manipulables. La mémoire permanente est-elle emplie des événements passés? Eh bien non, elle a souvent emmagasiné de l'imaginaire. Les événements, dans le souvenir, sont plus souvent associés à un résumé de ces événements. Le souvenir de la réalité est ainsi faussé, généralement par l'association à des suggestions, plutôt qu'à des réalités. La mémoire infaillible ne serait donc qu'une allégorie. La mémoire serait, en fait, un processus de construction qui fait appel à ce que nous sommes, dans notre culture. La réalité serait, dans la plupart des cas, faussée. Il est donc, très facile, pour des manipulateurs, de faire croire à des réalités, des événements ou des informations qui n'ont jamais existé. Notre mémoire serait donc remplie de faux souvenirs. Il est donc assez compréhensible que des personnes, accusées à tort d'avoir commis un meurtre, par exemple, puissent en accepter, aussi facilement, la responsabilité.
et, la plupart du temps en fournissant des détails, concernant un supposé événement, avec lequel, elles n'ont, en réalité, jamais été impliquées. C'est d'autant plus crédible, lorsqu'on sait avec quel professionnalisme, la persuasion est utilisée par les personnels chargés d'établir une corrélation entre un crime et une personne suspectée. C'est une véritable manipulation qui est alors utilisée. S'il suffit que les enquêteurs soient effectivement persuadés d'une culpabilité ou bien qu'ils aient l'impérative nécessité de conclure leur enquête, pour qu'ils agissent en conséquence. Cela s'est déjà avéré ainsi, à plusieurs reprises. Une vérité, absolument différente, a pu, ensuite, être démontrée. Cela aurait procédé, tout simplement, à la construction d'un processus imaginaire, parfaitement arrangé. Les avocats, chargés de défendre leurs clients, et les juges chargés de les condamner utilisent allègrement ce stratagème pour faire valoriser ce qu'ils appellent leur « intime conviction ». Peu leur importe les conséquences de leurs propos. Le problème fondamental de la mémoire est qu'il est absolument impossible de vérifier si un souvenir est vrai, faux ou manipulé. La manipulation peut ne pas avoir été organisée intentionnellement. Il est donc très dangereux d'affirmer se souvenir d'un événement comme ayant été réellement vécu. À titre d'exemple, notre subconscient continue à fonctionner pendant notre sommeil. Il est donc susceptible, lui aussi, de fabriquer des faux souvenirs. Il devient alors impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir. Il n'y a aucun élément qui permette de se référer à une réalité. Nous n'aborderons pas les différentes possibilités de stimulations artificielles ou volontaires sur le cerveau. Les prises de décision qui peuvent s'ensuivre sont particulièrement dangereuses, irrationnelles et immorales. Les comportements qui peuvent en découler s'apparentent plus à du lavage de cerveau et procèdent d'un manque d'objectivité. La manipulation est un outil de sollicitation qui peut s'avérer devenir une arme. Quels sont les événements qui auraient été décrits comme réels, alors qu'ils auraient été organisés par de la manipulation de masse? Il devient donc impératif de comprendre comment fonctionne la manipulation, par qui elle est ainsi mise en œuvre et pourquoi. Les manipulateurs des masses de population sont particulièrement habiles et savent utiliser des moyens démesurés pour parvenir à leurs fins, surtout lorsqu'ils sont dotés des pleins pouvoirs. Des personnes isolées qui chercheraient à informer leurs concitoyens sur ces pratiques, par des preuves irréfutables, seraient rapidement mises hors circuit. Des réunions secrètes. Chaque année, des hauts responsables se réunissent, dans le plus grand secret, dans des lieux très sécurisés, placés sous une très haute surveillance. Quelles sont donc les décisions qui y seraient prises, dans ces conditions, et quel est le degré d'importance de ces décisions pour qu'elles demeurent aussi secrètes et discrètes? Une démarche de conspiration en serait-elle à l'origine? Des organisations dirigeraient-elles l'humanité dans le plus grand secret? Une organisation, celle des Nations Unies, pourrait être l'organe exécutif des objectifs décidés. Une seule humanité et un seul chef pourraient être sa démarche. Elle pourrait être à l'origine des guerres et des guérillas. Les Nations Unies seraient à l'origine des foyers d'insurrection. Cette initiative leur permettrait ainsi de pouvoir intervenir et de prendre ensuite le pouvoir. Il faut créer un prétexte pour pouvoir s'ingérer dans les affaires des États visés. Cette structure des Nations Unies serait-elle pourvue d'une telle puissance dans la prise des décisions? Quelle serait la part de responsabilité de l'Organisation mondiale du commerce? Quelle est la part du Fonds monétaire international et celle de la Banque mondiale? Chaque organisme agirait-il en coordination avec les autres? Le contrôle de l'économie sur toute la planète permettrait de contrôler la totalité des États. L'appauvrissement des États et de leurs populations respectives pourrait n'être qu'une première étape. Cette globalisation aurait pour conséquence de ne servir que les intérêts des décideurs. La privation des libertés démocratiques permet d'instaurer l'esclavage. Si l'ensemble des humains ne réagit pas à ce danger potentiel et imminent, le nouvel ordre mondial sera installé, avec toutes les conséquences qu'il implique. Les bouleversements qui en découleront seront la conséquence immédiate des structures autoritaires qui cherchent à s'implanter. Les conspirateurs seraient prêts à agir.
vers un nationalisme exacerbé. Étudier l'histoire consiste à déterminer l'essentiel parmi l'accessoire. Or, c'est souvent l'accessoire qui est mis en exergue, par les historiens, au détriment de l'essentiel et souvent dans un but, à peine voilé, de propagande. Il s'agit souvent d'une application à rechercher un prétexte permettant de justifier une détermination. Les enseignements de nationalisme utilisent ces bases de travail. Le prétexte de la supériorité de la race sert de prétexte à la justification des actes les plus répréhensibles. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'histoire pour justifier l'injustifiable. Les endoctrinements se font sur les populations les plus jeunes, au détriment des populations plus expérimentées, mais piégées par la soudaineté des événements. L'insécurité du lendemain suffit à adopter tout symbolisme justifiant un meilleur avenir. Les chauvinismes sont exploités afin de parvenir à de nouveaux idéaux. L'éducation des individus est très malléable. L'orgueil d'appartenance à une communauté est le principal fléau des démocraties. Cela devient particulièrement dangereux lorsque l'appartenance suit une doctrine édulcorée montrant les autres appartenances comme nuisibles. C'est de cette façon que naissent toutes les dictatures. C'est un enchaînement de la misère vers un avenir plus prometteur par désignation d'une adversité de prétexte. Le terrorisme intellectuel est particulièrement dévastateur lorsqu'il est accompagné de mensonges et de calomnies. Se recroqueviller sur soi, qui est le premier réflexe des opprimés, s'ajoute à la paralysie par la peur des populations. L'unité a toujours peur de la masse lorsque celle-ci devient intolérante. L'incompréhension sociale envers les peuples opprimés les guide vers toujours plus de revendications. L'insatisfaction permanente des revendications légitimes les pousse vers les conflits et la rébellion. Il s'ensuit un sentiment d'injustice insoutenable. Celui qui cherche continuellement à barrer la route à toutes les réformes sociales demandées prend la lourde responsabilité d'une future explosion sociale, quel que soit le prétexte invoqué. La situation devient d'autant plus dramatique lorsque les oppressés se considèrent continuellement manipulés. Les moyens de coercition économique prétextés sont d'autant plus insoutenables quand elles sont invoquées par une classe politique. Elles permettent de justifier ensuite toutes les formes d'exaction. La cupide ignorance des revendications légitimes et la stupide résignation grégaire des opprimés ne peuvent qu'aboutir à une situation implosive d'une telle société. Les artisans communautaristes savent entretenir et exploiter ce type de situation. Les mécontentements ainsi exacerbés permettent la mise en place de doctrines alimentées par la haine et l'égoïsme. Tous les racismes et les antisémitismes sont toujours nés de ces situations ambiguës où il devient nécessaire de désigner un responsable coupable. Les querelles religieuses comme les querelles politiques sont plus facilement utilisables. Surtout si l'une découle de l'autre. Le sectarisme religieux n'est pas compatible avec la conduite économique d'une société. Le cosmopolitisme est un précurseur, malgré lui, des non-considérations particulières engendrées. Les arriérés intellectuels, qui se font élire à la tête des gouvernements, dans les pays dits démocratiques, n'ont pas non plus la sagesse de leur responsabilité dans l'inconsistance de leur situation. Le manque de prise de décision, pour sauver les privilèges de leur mandat, les font adopter des attitudes incongrues et indignes de leur statut. Le courage civique n'est pas leur exemple favori. La défaveur populaire n'a plus qu'à leur imposer une migration vers des objectifs qui pourraient leur être plus défavorables. La démocratie, le pacifisme, la solidarité nationale ou internationale et l'autorité de l'État sont autant de slogans permettant l'établissement de dogmes doctrinaires. Les nécessités vitales d'une nation sont établies à partir de ces conceptions. C'est ainsi que s'établissent de nouvelles doctrines. La supériorité du peuple élu, ou celle de la race aryenne, ou encore celle du califat, n'ont aucune justification sociale, mais ces idéaux utilisent les mêmes ingrédients pour imposer une suprématie au nom d'un idéal supérieur. Chacun utilise l'autre comme coupable de son désarroi. Il leur apparaît plus facile d'utiliser le mensonge et l'impertinence plutôt que la recherche du bien-être de leurs contemporains. Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut tout d'abord exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses droits.
L'avenir d'un mouvement est conditionné par le fanatisme et l'intolérance que ses adeptes apportent à le considérer comme le seul mouvement juste, très supérieur à toutes les combinaisons de même ordre. Une doctrine n'est pas tolérante. Elle ne peut être un parti parmi les autres. Elle exige impérieusement la reconnaissance exclusive et totale de ces conceptions qui doivent transformer toute la vie sociale publique. Un État qui, à cette époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne doit devenir un jour le maître de la terre. Tout le système d'éducation et de culture doit viser à donner la conviction que ce peuple est supérieur aux autres peuples. On ne doit pas apprendre l'histoire pour savoir ce que fut le passé. On doit l'apprendre pour qu'elle enseigne la conduite à tenir dans l'avenir afin d'assurer l'existence de son propre peuple. Toute propagande doit être populaire et placer son niveau spirituel dans la limite des facultés d'assimilation du plus borné parmi ceux auxquels elle doit s'adresser. Cela s'appellerait-il le pouvoir de la propagande ? Il convient de comprendre que la construction identitaire d'une personne est extrêmement aléatoire. Des circonstances suffisent à diriger des personnes vers une communauté plutôt que vers une autre. La construction d'une idéologie profite de telles incertitudes et de l'utilisation des démagogies qui consistent à flatter les pulsions populaires. Toute propagande pour être efficace doit se limiter à l'exposer de quelques points forts et de les faire valoir par des formules stéréotypées continuellement évoquées. La désignation d'un bouc émissaire convient parfaitement à l'établissement d'une doctrine populiste. La supercherie des communautés religieuses, qui consisterait d'abord à se cacher tout en agissant ensuite de façon sournoise, les désigne directement. Il est important de comprendre que le principe des religieux est d'abord leur appartenance à leur communauté et souvent sans aucune appartenance à un pays. Le bouc émissaire est alors vite identifiable. C'est d'ailleurs ainsi que les communautés religieuses se combattent entre elles. L'endoctrinement est toujours le même. Les endoctrineurs séduisent, aident et compatissent aux frustrations et à la précarité. Ils obtiennent ainsi la confiance et l'estime. Ensuite, ils recrutent, auprès des désociabilisés, des désorientés, des délinquants condamnés ou désincarcérés. Ils utilisent les slogans religieux pour pouvoir mieux convaincre et paraître plus crédibles. Ils établissent des interdits et définissent des niveaux de haine envers les pays qui les ont accueillis, et ce, au nom d'une religion. De la perte des repères, ils s'engagent rapidement vers le fanatisme religieux et édictent des codes à respecter. Seuls, les très forts peuvent échapper à de telles entreprises de déstabilisation et de conversion. Gare aux jeunes filles qui tombent dans les filets, leur sort est scellé à jamais. La discrimination et la défiance ne tardent pas à s'installer, ce qui favorise encore le pouvoir des doctrinaires. Tout se met en œuvre pour favoriser une situation de racisme rampant. Même si des efforts de sensibilisation contre ce danger sont bien organisés et relayés par les moyens d'information, cela n'est pas suffisant. L'amalgame prend rapidement le dessus. Le communautarisme s'installe insidieusement. Les pays qui s'inspirent de la laïcité perdent rapidement pied. Les instances religieuses s'efforcent en permanence d'en faire échouer les conséquences qui leur sont particulièrement défavorables. Les religieux obscurantistes préfèrent la détresse et la précarité, plus favorables à la propagation de leur doctrine. Les communautés sont rapidement radicalisées. Des rites alimentaires sont même élaborés. Ces communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et deviennent plus exubérantes religieusement que dans les pays d'origine de ces mêmes communautés. Le modèle de la société laïque a tout simplement disparu. Ce sont maintenant les autochtones, originaires de ces pays, qui deviennent des étrangers chez eux. Les doctrines font-elles appel à une conscience ? Des lycées professionnels. Pour pouvoir accéder à certains lycées, les élèves doivent être parrainés. C'est une des premières conditions pour pouvoir y entrer, la seconde étant d'avoir un niveau requis, la troisième faisant l'objet d'un contrat de volontariat. C'est le cas des lycées militaires, dont la discipline est l'élément prépondérant. Ce sont des internats, les élèves y sont présents 24 heures sur 24. Les rythmes de vie y sont très rigoureux, c'est la discipline militaire qui prévaut. L'emploi du temps est précis et complet.
C'est d'abord un apprentissage de la vie collective. Il y a un renforcement du groupe par la nécessité de l'organisation. L'ambiance y est rendue propice au travail personnel de l'élève, par sa cohésion à son groupe. La vie en communauté y est particulièrement développée par des militaires qui y assurent aussi les enseignements avec toute la rigueur souhaitable. Un encadrement de tous les instants y est promulgué. La pédagogie et la psychologie y sont les principaux ingrédients. C'est aussi une discipline de bon sens, de mise en condition et d'installation des rythmes. Ce sont des écoles préparatoires aux grandes écoles. Le niveau de l'enseignement général y est très supérieur aux autres lycées. Les équipes pédagogiques, très solidaires, sont à l'écoute des élèves. Un soutien scolaire y est évidemment efficient. Des activités sportives intenses et soutenues permettent la mise en place d'un équilibre physique et psychologique. Elles ont aussi un rôle de mise en compétition, permettant une meilleure cohésion des groupes. Des aptitudes artistiques y sont aussi développées. Des personnalités très fortes sont ainsi mises en exergue. La réussite devient l'objectif de chacun à partir des ensembles. La tradition et les cérémoniales sont la vie interne de ces lycées. Il y a une très forte empreinte pour le respect des valeurs républicaines. Les récompenses font également partie des cérémonies de fin d'études. L'appartenance à la communauté y est très ancrée. Les écoles supérieures militaires sont évidemment d'une extrême rigueur et discipline. Ce sont les futurs officiers militaires qui y seront formés. Ce seront aussi de futurs ingénieurs, munis d'un master, Bac+5 et qui pourront exercer de hautes fonctions dans le civil. Plusieurs filières sont à leur disposition. Le choix des spécialités est fonction des aptitudes et des résultats. Le principe essentiel est bien évidemment le commandement. La cohésion de groupe y est très spécialement développée. C'est aussi et avant tout un apprentissage à la guerre, un apprentissage à anéantir et à tuer. Dès que l'ennemi est désigné, il n'y a plus d'état d'âme, ce sont d'abord des assassins commandités, des serial killers, dépositaires de tous les droits. Bien évidemment, le but essentiel est de protéger et de défendre sa nation. La notion de commandement est donc l'élément le plus important pour un futur cadre militaire. Vers un nouvel ordre. La tactique serait déjà bien rodée par une manipulation des populations. Le contrôle de la société passe d'abord par une stratégie de distraction. Il suffit ensuite de créer des problèmes sociaux pour pouvoir en proposer les solutions. Vient ensuite la stratégie de l'application des mesures sur une durée acceptable, en différé. Puis de traiter les masses en les infantilisant par de l'émotionnel, plutôt que de la réflexion. Il faut les maintenir dans l'ignorance et l'incompréhension en les installant dans la médiocrité. Il est indispensable de les maintenir dans la culpabilité tout en ayant une parfaite analyse et maîtrise de leur potentiel. Cette organisation doit aussi permettre des immigrations de masse afin de déstabiliser les économies des États-nations. Elle doit organiser la fermeture des industries en raison des transferts afin d'augmenter le chômage. Elle aura ensuite à établir un contrôle total des systèmes d'information et d'éducation. Elle devra également asservir les masses au système économique globalisé par un assistanat social de masse. Elle pourra organiser les évasions fiscales des capitaux pour supprimer l'harmonie sociale. Il conviendra qu'elle établisse une réduction drastique des salaires. Enfin, elle devra impliquer les pays dans des conflits ingérables devenant sans solution. Favoriser l'instabilité politique et sociale et utiliser le fichage électronique et le contrôle permanent des individus, sous le prétexte des extrémismes et du terrorisme. Participer à un contrôle total de l'alimentation en ruinant les industries alimentaires des États-nations. Tel est le programme global établi en 1985 par le Nouvel Ordre mondial et ses groupements d'action. Cependant, un holocauste se profilerait à partir de ces planifications. Mais, est-il envisageable de prendre une telle possibilité en considération ? Pourtant, l'autodestruction de l'espèce humaine sur la planète Terre apparaît déjà comme inévitable. À ces remarques, il convient d'ajouter que la science,
qui était d'abord installé dans une logique de contestation des dogmes établis, a ensuite contribué à en établir d'autres en se complaisant dans une logique de conservation à ne pas remettre en cause les précédents. Elle a défini à son tour des dogmes de croyance et refusé tout autre nouveau modèle de recherche devant pouvoir s'exprimer, et cela ne peut être que très regrettable et préjudiciable. À part l'organisation scientifique, quel autre niveau organisationnel pourrait-il remettre l'espèce humaine sur le bon chemin? Il s'agirait là encore d'une directive de manipulation. Il se pourrait qu'un protocole puisse permettre d'établir certaines relations qu'il conviendrait d'aborder. Cela préciserait la vérification d'un épouvantable échec qui concernerait une bonne et saine organisation de l'espèce humaine, pour son éventuelle mise sous tutelle, qu'il conviendrait sérieusement d'envisager. Comment les prédicateurs religieux, les acteurs économiques, les philosophes, pourraient-ils supporter une telle situation et l'accepter? De la conscience du nouvel ordre mondial sur l'espèce humaine vers un désordre global, organisé. Des dérives sociales. Des faits caractériseraient une justice de classe qui permettrait d'entraver l'expression de l'intérêt public. Il s'agirait de la dénonciation de réseaux de connivence au sein des systèmes judiciaires, qui entravent très gravement les démocraties. Cela constituerait, en conséquence, une atteinte aux libertés d'expression et une violation caractérisée des droits de l'homme et du citoyen. Un verdict populaire qualifie ces dérives de combat du pot de terre. Des réseaux fonctionneraient de façon parfaite. Des notables, notaires, huissiers, commissaires, juges ne seraient jamais inquiétés pour les délits, de toutes sortes, qu'ils commettraient ou auraient pu commettre. Les systèmes judiciaires apparaîtraient tous, totalement gangrénés. Il s'agirait, en fait, de réseaux affairistes, de type mafieux. Si, par hasard, ou nécessité de se défendre, un citoyen, quel que soit son rang social, tente de dénoncer les turpitudes judiciaires, tous les moyens de rétorsion seraient alors mis en œuvre, par tous les acteurs du système judiciaire. Par contre, un notable, qui aurait pu aussi être mis en cause, quel qu'il soit, et, quels que puissent être les griefs, à son encontre, est assuré de la bienveillance de la corporation. Aucun de ces notables, qui seraient impliqués dans des affaires scandaleuses diverses, ne serait jamais inquiété. Des poursuites pour dénonciation calomnieuse sont engagées à l'encontre de tous ceux qui tenteraient de faire valoir leurs droits. Des hauts responsables, ripoux, dénoncés, reconnus coupables, font l'objet de condamnations totalement dérisoires, quand le dossier n'est pas simplement classé sans suite. De faux témoignages seraient mis en œuvre. Des procédures seraient falsifiées. Des pièces indispensables ne seraient pas communiquées. Des enquêtes ne seraient pas diligentées. Par contre, les personnes dénoncées, elles, ne seraient nullement inquiétées, surtout lorsqu'il s'agit d'un magistrat. Le mode de fonctionnement serait simple. Dès l'instant où l'un de ces hauts personnages serait mis en cause, dans quelle affaire que ce soit, tous les autres notables lui viennent en aide, et en cascade. Des entraves à la manifestation de la vérité seraient organisées. Des abus de pouvoir des personnes dépositaires de l'autorité seraient constamment relevés. Aucun de ces manquements au droit ne ferait jamais l'objet d'aucune procédure. Et pour cause, puisque ce sont ceux qui sont chargés de faire appliquer les lois qui les bafoueraient. Ils sont évidemment suffisamment informés pour ne pas s'appliquer les règles du droit. Lorsque l'un d'entre eux est trop impliqué, il serait tout simplement déplacé ou mis à la retraite. La magistrature serait, pourtant tenue de juger, au nom du peuple. Des réseaux de raquettes auraient été organisés et le seraient encore avec l'implication de notables. Alors que leur rôle est d'assurer la sécurité des citoyens, des commerçants et des entreprises. De nombreux dérapages vont à contresens. L'impunité totale est de rigueur dans ce milieu mafieux. Ils se tiennent tous par la main et toutes les dérives sont alors envisageables. Les victimes de ces réseaux sont arrêtées, placées en garde à vue, pour quel motif que ce soit. Leurs domiciles sont perquisitionnés, leurs matériels informatiques sont confisqués. Toutes les preuves éventuelles, pouvant constituer un déni de justice, sont effacées.
Lorsqu'un témoin deviendrait trop gênant, il n'est pas rare qu'il se suicide très peu de temps avant son audience. Des errances sont constatées, des fiascos judiciaires sont évidents, des experts controversés démontrent que la crédibilité n'est pas une vérité judiciaire. Des innocents emprisonnés pendant plusieurs années, bafoués, ruinés, tout cela ne dérangerait nullement les systèmes judiciaires, habitués à bien d'autres réalités. Des montages, extrêmement audacieux, avec faux et usage de faux, seraient facilement organisés, avec l'aide de la malhonnêteté des auxiliaires de justice. Tous les moyens sont bons, afin de déposséder, par exemple, une veuve héritière universelle, et la faire expulser de son domicile avec l'usage de la force publique en toute impunité et avec gain de cause pour les falsifieurs. Tous les acteurs, qui sont les complices, dans de tels modèles judiciaires, agissent conformément aux procédures, en utilisant tous les rouages du réseau judiciaire impliqué. Toutes les stratégies seraient organisées et toutes les actions se dérouleraient, pour endetter, persécuter et faire taire les victimes de ces complots. Des détournements de fonds seraient aussi organisés en toute illégalité, des violations de domicile, des diffamations, des menaces, au mépris de toute déontologie des systèmes judiciaires. Les systèmes judiciaires mafieux sont des machines de guerre, contre lesquelles aucune victime n'est en mesure de se défendre. Aucun moyen qui permettrait la manifestation de l'innocence ne peut alors être activé, contre la violence de ces systèmes judiciaires qui peuvent être qualifiés de mafieux. La plupart du temps, les innocents sont jetés à la rue, avec de lourdes séquelles psychologiques et parfois psychiatriques, souvent contraints au suicide, quand ils ne sont pas condamnés à des peines arbitraires, à verser des honoraires abusifs, auprès des huissiers, avoués, experts, commissaires-priseurs, etc. Des avocats s'arrangeraient entre eux, pour masquer la vérité, museler des témoins lors des audiences. Ils conseillent à leurs clients de ne pas se présenter aux audiences et pour cause. Ils feraient procéder au classement, sans suite, de dépôt de plaintes devenant gênants, pour certaines de leurs procédures ou de leurs réquisitoires. Des manipulations, des faux en écriture, des témoignages fallacieux, sont organisés. Tout cela, afin de tromper le fonctionnement, rigido-administratif, d'un système judiciaire indépendant. Même lorsque ce système est déterminé à établir un jugement équitable, par un tribunal impartial, à partir des directives de recherche de la vérité, rien ne paraît pouvoir être obtenu. Lorsqu'un juge s'avérerait trop pointilleux, dans sa quête de la vérité, il est rapidement écarté, par quelque moyen que ce soit. Ces systèmes mafieux utilisent des faux documents pour établir leur verdict. Il leur suffit donc de falsifier la vérité pour faire pencher les verdicts du côté opposé à celui de la vérité. Tous les moyens sont mis en œuvre pour faire taire la vérité. Une victime devient rapidement un justicier coupable dès lors qu'il dérange, quelque peu, le fonctionnement institutionnel de ce système. Il s'agirait donc d'un système corporatiste, puisque jamais sanctionné. Ces dignitaires mafieux retirent toute la confiance et la crédibilité envers le fonctionnement normal, pour lequel le système judiciaire a été créé. Les systèmes judiciaires sont organisés, par les puissants et pour les puissants, toujours à l'encontre des faibles. Des signes particuliers, qui pourraient être appelés des codes distinctifs, sont mis en évidence sur certains courriers, afin d'attirer l'attention du destinataire, d'une façon explicite, et à des fins d'authentification. Cela s'appelle du trafic d'influence. Le corporatisme et le clientélisme sont la rigueur des puissants. L'équité n'existerait donc que pour eux. Il n'existe aucun moyen de limiter leur inconséquente influence. Les systèmes judiciaires seraient tout simplement malades. Il s'agirait d'un régime autoritaire, qui décide du modèle de système à mettre en place, ou qui est mis en place. Ce sont les tribunaux qui font la loi. Ce sont eux qui décident de la loi qu'il leur convient d'appliquer. Il pourrait aussi s'agir d'un régime arbitraire, complètement illogique. Leurs utilisateurs se considèrent totalement irresponsables des décisions prises. Elles seraient toujours basées sur des critères jamais définis à l'avance ou continuellement changeants. Dans ce cas de figure, il n'est jamais possible de savoir à l'avance quelle va pouvoir être la décision prise, puisqu'elle ne se référera jamais qu'à de l'arbitraire.
Toutes les lois, tous les règlements, toutes les règles édictées n'ont plus aucun sens. Elles ne sont utilisées qu'au bon vouloir, au gré de la chose jugée, sans jamais avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Les principes de base du droit judiciaire sont, soit méconnus, volontairement ou pas, soit inappliqués, soit inapplicables. Tous ces faits se généraliseraient, en raison des agissements peu scrupuleux de certains auxiliaires de justice. Ces systèmes judiciaires ont les pleins pouvoirs. De ces dérives des systèmes judiciaires, les citoyens, modestes, sont les principales victimes. Ils n'ont aucun moyen de défense utilisable. Lorsque des proies auraient été repérées par le système, celui-ci ne les lâcherait plus, jusqu'à ce qu'il ait pu en obtenir sa dépouille. Des procédures mafieuses s'avéreraient pourtant être quotidiennes dans tous les tribunaux. La confiance, qui devrait être la règle, laisse la place à une totale défiance vis-à-vis des systèmes judiciaires. Trop de représentants du système judiciaire et des notables qui y participent seraient affiliés à des loges maçonniques. Ceci expliquerait-il cela? Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.